Europe 1, 2022. Pierre de Villeneuve. Vous avez l'habitude des débats politiques jusqu'à 9h sur Europe 1 avec aujourd'hui Bruno Jeudi. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre. Rédacteur en chef politique à Paris Match. Bonjour à Dorian Dreuil. Bonjour. Expert associé à la Fondation. Jean Jaurès, on va parler de l'accord à gauche qui s'est fait, mutatis mutandis. Et puis aussi, on commence quand même par la majorité. Catherine Ney vient d'en parler avec cette majorité, l'AREM qui devient Renaissance. Et ce grand parti ensemble qui rassemble du coup cette nouvelle République en marche, le MoDem et Horizon. Ce que vient de nous dire Catherine Ney, Richard Ferrand a obtenu 400 investitures pour les législatives, François Bayrou 110 pour le MoDem, 58 pour Horizon d'Édouard Philippe. C'est un accord, nous disait Marc Fesneau tout à l'heure, qui s'est fait totalement en bonne entente. Ça vous paraît plausible, normal Pas si mal que Bruno ça. Jeudi. Pas si mal que ça finalement. Je pense qu'Emmanuel Macron a cherché aussi dans cette grande partie de poker qui se déroule entre la fin de la présidentielle et les législatives. Chaque camp se met en ordre. Emmanuel Macron a bien senti qu'il fallait mettre en ordre son camp maintenant, puisque l'accord à gauche s'est fait. Tout ça fonctionne un peu. Chacun regarde l'autre. Et finalement, pas si mal. On savait que ce serait compliqué avec Édouard Philippe. Et pourquoi ? Parce que Édouard Philippe, les mots étaient pas très sympathiques à son endroit depuis quand même plusieurs semaines. À cause toujours des tensions avec le président. Oui, voilà, tensions, les reproches plus ou moins j'allais dire officialisé. En tous les cas, il y avait une certaine tension entre la Macronie, le président, et Édouard Philippe, ses ambitions, ses proches, sa volonté de vouloir absolument avoir des députés. Parce que pour Édouard Philippe, ce qui joue, c'est quand même dans ce deal, c'est l'existence même de son parti, de son ambition politique, avec 58 candidats investis. Potentiellement, il aura un groupe politique à la majorité. Et pour un parti qui est tout neuf, qui n'a pas de député sortant et qui débute, c'est pas si mal. Ça va lui permettre d'avoir. Mais ce sont des députés. Ce sont des gens qui débutent, mais qui ont une expérience politique, notamment des maires. Non, bien sûr, c'est des maires, mais bon, il faut faire élire des gens, il faut faire un groupe. Vous voyez bien qu'il y en a d'autres qui ont du mal à former des groupes. Donc, si Édouard Philippe a son groupe, il aura un chapitre dans cette majorité. Évidemment, c'est pas la formation la plus importante des trois. Le MoDem, j'allais dire, était là avant lui. François Bayrou est un excellent maquignon, donc il s'est bien négocié. Mais bon, je pense que pour la majorité, c'est plutôt un bon accord, et notamment pour Édouard Philippe. Dorian Dreuil. Oui. Alors ça s'est fait assez discrètement d'ailleurs. C'est intéressant de voir comment, la différence entre les négociations à gauche et les négociations dans cette ambiance un peu de 4ème République où les partis s'organisent, se coalisent, se dispatchent les circonscriptions. On avait à gauche une scénarisation, une mise en scène de l'accord historique, et du côté de la majorité présidentielle, un travail plutôt souterrain, presque discret, et qui résume en fait, je pense, les équilibres politiques. Il y a peut-être moins de points d'achoppement, non, quand même, parce qu'à gauche, on va en parler, mais enfin bon, quand vous voyez la différence de programme avant le premier tour entre le PS et LFI, et puis quand vous voyez la différence de programme entre le MoDem, Horizon et la majorité présidentielle, après tout... Oui, mais ça reste toujours des négociations qui sont pas évidentes, parce qu'on parle on partage les circonscriptions, qui sera sur c'est la soupe, les circonscriptions gagnantes, moins gagnantes, gagnables ou pas, avec forcément des déçus, avec des militants qui attendent leur heure, avec des personnalités qui arrivent à la dernière minute. C'est jamais évident, ce genre des sortants qui ne sont négociation. Pas reconduits parfois. Ça, c'est un peu une nouveauté. Comme à pas Toulouse. Si facile que ça. Et puis, il y a quand même un élément qui ressort de cet accord, c'est que finalement, ça avait beaucoup été dit, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour les LR qui voudraient rejoindre la Macronie. Cet accord dit ça. C'est-à-dire que, manifestement, il n'y a pas beaucoup de place qui leur sera faite. Alors, il y a Éric Woerth qui a été investi hier. Il y a quelques élus. Il y a Guillaume Larrivé qui a essayé. Peut-être. Puis il se prend quand même un candidat à l'AREM en face de lui. Peut-être d'autres, mais en tous les cas, manifestement, le bloc majoritaire. Il y a une rancune quand même. Larrivé. Puis il y a un autre exemple, c'est
celui de Cédric Villani, qui pareil se prend un candidat LaREM face à lui aux législatives. On sent qu'il y a une... Oui, c'est-à-dire qu'au moment du choix des investitures, puisque le président de la République a surveillé sa circonscription par circonscription, en tout cas, il y a un choix qui a été fait. C'est pas forcément de laisser beaucoup de place au LR qui était tenté de venir. C'est venir tout de suite et vous avez peut-être l'investiture. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ou alors, il y avait très peu de candidats, ce qui semble peut-être finalement la situation la plus exacte. Et puis, il y a du ministre quand même. Elisabeth Borne dans le Calvados, Gérald Darmanin dans le Nord, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret, Clément Beaune à Paris, Emmanuel Vargon dans le Val-de-Marne, Olivier Dussopt en Ardèche, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine. On n'est plus dans les ministres, mais Richard Ferrand dans le Finistère, le dernier venu à l'AREM, Éric Woerth dans l'Oise, dans son fief de l'Oise, Manuel Valls pour les Français de l'étranger, même si ça pose un problème avec l'actuel député des Français de l'étranger qui voit rouge et qui sera candidat avec lui, tandis que Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti renoncent. C'est aussi une histoire de casting d'Orion Dreuil, c'est-à-dire que c'est comme dans un bon film, il faut Tom Cruise, il faut des gros acteurs. Oui. Et alors, bon, là, c'est une première vague d'investiture. Il y aura une deuxième vague, normalement, samedi, d'annonces. Donc, on verra un peu plus, là, aujourd'hui, ce qui a été... Vous avez failli dire on craint le pire. Non, mais hier, ce qui a été décidé, c'est surtout les investitures stratégiques. Oui. C'est à les endroits où il y avait des interrogations sur certaines circonscriptions, de réinvestiture ou pas, de caser les premiers grands noms qu'on attend, les ministres forcément qui sont candidats. Et samedi, il y aura une couverture un peu plus large où, du coup, on peut aller chercher des personnes de la société civile, des investitures un peu originales. Mais il y a moi, une question qui me taraude, c'est que devient les micro-partis qui étaient jusqu'à présent rattachés à la majorité, comme Territoire de Progrès ou autre, l'aile gauche qui devait exister et vivre et qui n'est pas, pour l'instant, dans les premiers accords. Vargon et Dussopt sont candidats aux législatives, ils sont tous les deux Territoire de Progrès, donc ça continue à exister. Quelle formation ça donnera après? Parce que Bruno Jeudi le disait tout à l'heure, pour exister à l'Assemblée nationale, il faut un groupe. Il faut 15 députés, c'est ce qui vous donne du financement pour organiser votre parti politique, c'est ce qui vous donne du temps de parole, c'est ce qui vous donne de l'initiative parlementaire, c'est ce qui vous permet d'exister politiquement durant une législature. Ce futur bloc majoritaire s'organise autour de 3 piliers, ils sont bien définis hier, on l'a vu, j'allais dire, trois piliers avec la Renaissance, puisque c'est le nouveau nom du parti. Ça change pas grand-chose, on change juste la devanture, mais c'est la même chose. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Quelques frais de communication pour les papiers en tête. On veut oublier les casseroles de l'AREM, on veut oublier le quinquennat. C'est pas imposé comme une force politique dans le paysage, pas suffisamment. Elle a raté les élections intermédiaires, et du coup, c'est un nouveau départ avec ce deuxième mandat. Alors, est-ce que la façon de fonctionner, le recrutement vont changer, ça on le verra, et puis il y aura surtout sans doute une réorganisation aussi au niveau de l'organigramme. Stanislas Guerini n'a pas démérité, mais sans doute qu'il va passer la main. Donc ça, ce sera à voir, et après on voit bien que un grand rôle pour Richard Ferrand aussi. Oui, mais Richard Ferrand est de fait le grognard du premier jour, donc c'est celui qui a la main sur les investitures et qui est le relais du président de la République dans le dispositif politique. Alors à gauche, c'est toute une autre salle, autre ambiance, comme on dit. On se retrouve quand même avec cet accord signé tard, j'allais dire dans la douleur, avec certains... on a encore entendu François Calfon ce matin, vous allez me dire que c'est un grognard de la première heure aussi, mais Marc Fesneau, à l'instant, qui regrettait que certains de ses camarades, collègues socialistes aient vendu leur âme. Enfin, comment est-ce que vous percevez ça, Dorian Dreuil ? C'est la traduction du grand changement d'époque politique qu'on vit, où l'heure est aux radicalités. Si vous regardez l'enseignement de cette élection présidentielle, c'est que vous avez finalement 4 blocs. Les 3 blocs courants politiques, on peut y rajouter le 4e bloc des abstentionnistes. Sur ces 4 blocs, il y en a un courant assez modéré. Les autres sont des courants qui organisent leur propre radicalité. Le bloc populaire, autour de la gauche, qui revendique cette radicalité de gauche. Le bloc d'extrême droite, qui par nature est un bloc radical. Et le bloc abstentionniste, qui du coup ne participe pas du tout à la vie démocratique du pays, et
uniquement un seul courant un peu modéré. Donc c'est l'évolution. Je pense que pour le Parti socialiste, les Républicains ou les partis un peu traditionnels comme ça qui ont longtemps organisé les dissensus et la vie de courants différents, c'est une évolution vers ce nouveau monde politique qui est fait de radicalité où la prime est au changement, à la rupture et aux ruptures très fortes. Donc je trouve qu'il y a une certaine logique politique dans cette recomposition autour de ces grands blocs. Bruno Jeudi ? Vous avez l'air perplexe. Non, je suis pas perplexe. J'écoute cette analyse sur la radicalité. C'est sûr qu'à gauche, il y a une page qui se tourne pour le parti socialiste. Voilà, 74 à la présidentielle, ils n'ont pas les moyens. C'est la logique implacable des alliances. Et de ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon a mené le bal. Ce qui est plus surprenant, c'est que Jean-Luc Mélenchon est apparu très différent de ce qu'il était en 2017, où il était mauvais joueur après la présidentielle et il avait transformé ses 19 et quelques le premier tour de la présidentielle en un peu plus de 11 et seulement 17 députés. Cette fois-ci, il fait un choix, on va dire, le choix de l'efficacité politique, et il veut transformer sa bonne performance au premier tour de la présidentielle, même s'il n'a terminé que 3e, parce qu'il parle tellement qu'on a l'impression qu'il était au 2e tour. Mais il veut transformer ça avec, il veut des élus, et surtout, il a joué l'ouverture à gauche. Alors, il a joué l'ouverture à gauche au moment où il avait mis tout le monde à terre. C'est aussi, c'est le Parti socialiste qui termine son histoire, qui n'a pas su voir la société telle qu'elle était, telle qu'elle avait évolué, qui a tourné le dos au progrès, qui a hésité sur la laïcité, il y a eu beaucoup de questions. Enfin, on va pas refaire ici on va pas faire le bilan du Parti socialiste et l'inventaire, mais voilà. Donc Olivier Faure, oui, c'est une plateforme électorale avant d'être une plateforme. Il y a beaucoup de cynisme dans cet accord. Si les élus se disent mais de toute façon il gagnera pas Mélenchon, mais nous on veut sauver quelques places. Oui, c'est aussi le lot de la politique, pas forcément celle que les Français adorent le plus, mais s'il y a plus de groupe, il y a plus d'existence pour un parti. On est à 5 semaines du premier tour des législatives. La question, c'est que vont faire les Républicains ? Est-ce qu'il y a un rapprochement possible vers Horizon, est-ce qu'on veut encore d'eux, si j'ose dire ? Est-ce qu'il y a un ticket possible ? Ou est-ce que ça va rester une formation politique un peu comme en 4e République, d'abord, faiblarde. Ils vont jouer leur survie, là. Ils vont jouer leur survie. Parce qu'on voit on commence à voir les tracts dans la rue pour les LR. Voilà. Il y a 101 sortants. Ouais. C'est la plupart d'entre eux pensent que sur leur ancrage territorial, ils peuvent se faire réélire. C'est un sacré pari, compte tenu de l'écrasement à la présidentielle et du fait qu'il soit bloqué, à mon avis, entre l'offre macroniste et puis l'extrême droite, avec ces deux partis qui ont pris de plus en plus de place. Et du coup, les LR sont un peu coincés entre les deux. Ils sont coincés avec plus du tout de pilote dans l'avion, c'est-à-dire. Alors, il y a évidemment problème de leadership, problème de positionnement politique. Après, il y a tous les problèmes de partis de gouvernement en crise, mais ils ont encore un ancrage territorial assez fort. Ouais. Est-ce que ça leur permet de se sauver ? Comme le PS d'ailleurs, d'une certaine manière. Le PS est présent dans les villes, dans les grandes villes. Oui, mais la droite beaucoup plus quand même. Je pense que c'est un sacré pari. Je crains que... Je suis pas sûr qu'il y ait une Saint-Barthélemy des députés LR, mais il va pas en rester quand même beaucoup. Vous y allez. Il va quand même pas en rester beaucoup à l'arrivée. Dorian Drey. Oui, sur les LR. Je pense qu'on peut lire l'avenir du Parti des Républicains dans le passé du Parti socialiste. On voit entre 2022 et 2017 je trouve des similarités assez fortes. D'ailleurs, même les deux candidats chutent à peu près au même moment. Valérie Pécresse sur janvier 2022, Benoît Hamon sur janvier 2017, en sortant de la primaire, alors que parfois ils étaient même testés dans des hypothèses second tour gagnables. Et finalement, ils ont les mêmes dynamiques de chute et les mêmes dynamiques d'échec. Donc, ce qui va dépendre, je pense, c'est le taux de participation, surtout sur ces élections, à voir si les LR arrivent à remobiliser leur électorat classique. Normalement, un électorat qui va voter, un électorat plutôt âgé, conservateur, qui va voter le dimanche de scrutin. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi qu'aujourd'hui, la dernière date, le dernier jour, c'est la date limite pour vérifier son inscription sur les listes électorales en courrier ou en mairie. Donc il faut le faire. Il faut le faire pour pouvoir voter aux élections de juin. Ou voter en tout cas dans un bureau de vote à côté de chez soi.
Mais c'est vrai que pour les députés LR sortants, il y avait le choix entre se rapprocher avant le premier tour du camp macroniste. Certains ont été tentés, certains l'ont fait, Éric Woerth. Bien sûr. Certains ont été tentés. Alors on va voir à la fin si il y en a 5, 6, mais en tous les cas, pas la trentaine que par exemple Nicolas Sarkozy avait envisagé. Donc manifestement là il y a eu un choix. Et puis Emmanuel Macron envoie des signaux qui sont pas forcément encourageants, puisque Guillaume Larrivé, vous le disiez, député LR de Lyon, merci. Ouais. il a des candidats LREM contre lui, donc ça refroidit aussi éventuellement les bonnes volontés. Ça c'est aussi parce qu'il sur tout ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron par le après, passé. voilà, Donc vous savez, il faut relire Agatha Christie, Elephants Can Remember. Oui, Bruno Le Maire en 2016 avait pas dit des choses forcément très sympathiques sur Emmanuel Macron. Mais enfin, c'est une autre époque. Donc on verra à l'arrivée, mais il y a un vrai, il y a une incertitude sur leur sort quand même. Là. Merci beaucoup à vous deux. Merci Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique à Paris Match, et merci à Dorian Drey, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Dimitri revient bien sûr lundi, et je vous laisse entre les mains expertes de Philippe Vandel.